bienvenue sur LCI, merci de nous suivre. Place donc à votre grand dossier. Aujourd'hui, il sera question évidemment de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Est-ce un tournant décisif dans la guerre? C'est la question que nous allons nous poser jusqu'à 18h. Les deux hommes ont des choses à gagner, mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Cette rencontre qui se fera donc aussi sans Volodymyr Zelensky. Confirmation en début d'après-midi de la part de Vladimir Poutine. Le président ukrainien s'est entretenu. Information que je peux vous donner d'ores et déjà avec Emmanuel Macron. Conversation téléphonique que nous allons décrypter dans quelques instants. On écoute Vladimir Poutine. C'était une confirmation donnée en début d'après-midi. Nous avons de nombreux amis prêts à nous aider à organiser un événement de ce genre. L'un de nos amis est le président des Émirats Arabes Unis. Je pense que nous déciderons du lieu de la rencontre, mais ce serait un endroit approprié, tout à fait approprié. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'ai rien contre le fait de rencontrer le président Zelensky. C'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous sommes encore loin de ces conditions. Est-ce que cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est un tournant décisif dans la guerre? C'est une des questions auxquelles nous allons répondre pendant une heure avec nos invités en plateau. Je salue donc Sylvie Berman, bonjour d'être avec nous. Ancienne diplomate, ancienne ambassadeur de France en Russie, merci d'être avec nous. Marc Semo, bonjour. Bonjour. Journaliste spécialisé dans les questions internationales et collaborateur au Monde et à Challenge, merci d'être avec nous. Et enfin, Elisabeth Shepard-Selman. Bonjour. Bonjour. Spécialiste défense et sécurité et maître de conférences en civilisation américaine. On vient de l'entendre, cette confirmation de cette rencontre entre le président des États-Unis et le président russe. Ça avait été confirmé un peu plus tôt par l'un des conseillers du président russe. Ça se précise, ce sommet. Je me tourne vers oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant sur le lieu, donc ce sont les Émirats. Et au passage, Vladimir Poutine ne manque pas l'occasion de dire « nous avons beaucoup d'amis ». Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pays où il peut se rendre sans effectivement être inculpé. Donc ça a été confirmé par Vladimir Poutine, c'est confirmé par Trump, même s'il n'y a pas encore, à ma connaissance, de date. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un accord. Vladimir Poutine souhaite depuis le début rencontrer Donald Trump. Et s'il n'en sort rien et s'il n'y a pas de rencontre qui suit avec Volodymyr Zelensky, c'est quand même un cadeau fait à Vladimir Poutine. Une rencontre qui va se tenir dans les prochains jours, a priori aux Émirats Arabes Unis et sans Volodymyr Zelensky. Voilà ce qu'on sait à l'heure où on se parle. Marc Semo. Oui, justement, de ce point de vue-là, c'est quand même une victoire de Poutine. Un de ses objectifs est de redonner à la Russie son rang de super grand. Donc voilà, il va discuter d'égal à égal avec les États-Unis. C'est la première fois qu'il voit Trump, je crois, depuis 2019. La dernière fois qu'il avait rencontré un président américain, ça avait été Joe Biden à Genève en 2021, donc ça fait déjà un certain temps. Donc voilà, ça le réhabilite. Ensuite, en écoutant le narratif russe, il ne s'agit pas de négociations sur l'Ukraine. Il s'agit d'une rencontre pour, je cite, des perspectives de coopération stratégique. C'est-à-dire, on est toujours dans la logique de Poutine, qui est celle de dire, voilà, il faut, avec les États-Unis, discuter de grandes perspectives. En partie, d'ailleurs, c'était ce que souhaitait Trump au début, quand Trump n'arrête pas de répéter, mais la Russie pourrait être tellement riche si elle faisait la paix et tout. C'est cette idée, voilà, nous, on est les deux grandes puissances. Bon, il y a la Chine aussi, mais on a vocation à trouver des terrains de coopération. Ça servira à tous les deux, le business avant tout. Et donc, on est dans ce cadre-là. Alors, il y aura aussi l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas centrale, d'où le fait que dans le meilleur des cas, Zelensky serait venu après, pour ensuite éventuellement discuter, ce que Poutine ne veut pas, à la fois parce qu'il ne supporte pas personnellement Zelensky, vous l'avez très bien montré dans l'émission précédente avec les images, mais même au-delà de ça, surtout pour ne pas être mis sur un pied d'égalité, d'être en train de négocier avec Zelensky, avec Trump, jouant les médiateurs. On est là dans une affaire de relation entre l'Amérique et la Russie. Et l'Ukraine est en plus. Elisabeth Shepard, c'est là, mais c'est un coup de bluff en fait de Vladimir Poutine.
C'est un coup de bluff, c'est surtout un coup de com'. Moi, je rejoins Marc. Je pense que, pour Trump, qui a quand même donné l'ultimatum de demain, tout simplement, on est sur une rencontre qui très clairement n'est pas du tout sur l'Ukraine. En tout cas, pour les Russes, on a cette impression que l'Ukraine n'est que secondaire, alors que Trump a été très clair sur les sanctions, sur le besoin de trouver une solution à la guerre en Ukraine. Et on n'est pas du tout... On est sur une sorte de coup de com' qui couvre l'ultimatum de Trump en quelque sorte, mais qui montre un peu la faiblesse des ultimatums de la présidence américaine. Mais est-ce que cet ultimatum, il a vraiment fonctionné ? D'abord là, ça permet de l'oublier en feignant que quelque chose. On rappelle qu'il reste 24 heures puisqu'il avait fixé la date à demain. Mais c'est quand même à cause de l'ultimatum que Vladimir Poutine s'est dit il ne faut pas quand même que j'indispose trop Donald Trump qui est bien disposé à mon égard. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a souhaité que Steve Witkoff, l'émissaire, vienne le voir à Moscou. Donc ça joue en partie parce qu'il fallait trouver une sortie honorable qui permette à chacun de sauver la face. Mais Trump lui-même disait il n'est pas sûr que finalement les sanctions marchent. Les Russes sont très doués pour les contourner. Enfin, personne y croyait vraiment. Et ensuite, je pense qu'il faut surtout rappeler que quand bien même on commencerait à discuter de l'Ukraine, le fait de négocier à la russe, ça ne signifie pas l'arrêt. La guerre de Corée, c'est un exemple que je rappelle volontiers, mais entre le moment où il y a eu les premières négociations qui ont commencé et le moment où a cessé la guerre de Corée, il y a eu 2 ans, et c'est là qu'il y a eu les plus terribles batailles. Une des grandes spécialités de la Russie, en termes de diplomatie et de l'Union soviétique avant, c'était ça. On négocie, on se seul les négociations, c'est une négociation l'heure, et en attendant, on continue sur les champs de bataille à grignoter, essayer de gagner le maximum d'avantages. On va prendre la direction de Washington où nous attend Sophie Chevallereau. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, outre-Atlantique, comment est perçue cette annonce de cette rencontre dans les prochains jours entre Vladimir Poutine et Donald Trump? Est-ce une réussite pour le président américain ? Bien, si cette rencontre a bel et bien lieu la semaine prochaine, ce sera du moins sur le papier une victoire pour Donald Trump, puisque cette avancée diplomatique intervient après la visite de Steve Witkoff en Russie. Et Donald Trump a qualifié les discussions de son émissaire avec Vladimir Poutine de productives. Donald Trump, qui vous le savez, s'est toujours targué de pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. C'était une de ses promesses de campagne. Donc voilà, si réellement cette rencontre est un pas vers la résolution du conflit, ce sera bénéfique pour lui, mais reste à savoir ce qu'il ressortira réellement de cette rencontre. Et là-dessus, les experts ici sont assez sceptiques. Vladimir Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre. Est-ce qu'il va réellement faire des concessions ? Alors, oui, il n'y a jamais eu de rencontre entre Trump et Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est une première, ce serait une première donc. Mais voilà, il ne faut pas crier victoire trop vite. Vous en avez parlé. Qu'en sera-t-il par ailleurs de l'ultimatum lancé par les États-Unis à la Russie pour mettre fin aux hostilités en Ukraine ? Cet ultimatum doit prendre fin demain. On se demande donc ici s'il est toujours d'actualité. À la radio, à la télévision, sur CNN notamment, les médias s'interrogent. Quelle est la crédibilité des États-Unis lorsque le pays menace la Russie de sanctions sévères et qu'il repousse sans cesse ces sanctions? Il y a, je dirais, une lassitude face à ces annonces qui ne se concrétisent pas. Et merci beaucoup à vous, Sophie Chevallereau, depuis Washington. Elisabeth Shepard-Selam, est-ce qu'on peut dire, attention, je vais peut-être aller un petit peu loin, mais est-ce qu'on peut dire que Donald Trump est un peu le pantin de Vladimir Poutine sur cette question, sur cette rencontre qui s'annonce dans les prochains jours? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Cette impression un peu de faiblesse, alors qu'il essaie de projeter une certaine force, toute la force des États-Unis. On a l'impression quand même que cette force, qu'il est un peu naïf, voire manipulé par Poutine, qui, il faut le dire, on oublie souvent, est un agent du KGB très instruit sur ces questions de manipulation par rapport à Trump. Pas de très haut niveau quand même. Non, pas de très haut niveau, on est d'accord, mais par rapport à Trump, qui est quand même agent immobilier, je pense qu'il a quand même quelques outils dans sa boîte que Trump n'a pas. Je pense que Trump lui-même a dit à un moment, j'ai pas compris la complexité de la situation. Je pense que c'est un euphémisme, mais je pense qu'il peut être facilement manipulé par Poutine dans ces conditions. Et pourtant, quand on écoute Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, la pression américaine fonctionne sur la Russie. Écoutez.
Il semble que la Russie soit désormais plus disposée à conclure un cessez-le-feu. La pression exercée sur eux porte ses fruits. Mais le plus important, ce sont les détails. La Russie ne doit tromper ni nous, ni les États-Unis. Et pourtant, le président ukrainien est complètement exclu de cette rencontre qui s'annonce donc entre le président russe et le président des États-Unis. Oui, mais en même temps, et on voit les progrès malgré tout depuis janvier dernier, c'est que Donald Trump l'a appelé après l'entretien de Witkoff avec Poutine. Par ailleurs, Donald Trump a aussi appelé Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Il a appelé Friedrich Merz, le Premier ministre allemand. Alors, bizarrement, il n'a pas appelé apparemment Emmanuel Macron. Donc on s'interroge, pourquoi ? Voilà, mais donc il y a quand même de la part de Trump Voilà, il informe les Européens et reste en contact avec les Européens dans ce jeu, mais fondamentalement, les Européens ne sont pas au centre, et c'est aussi pour ça que l'on a choisi, ce qui est quand même significatif, probablement les Émirats arabes unis. Il y avait déjà eu des cycles de négociations russo-ukrainiennes, d'ailleurs, aux Émirats arabes unis, mais c'est quand même un choix qui fait sens, plutôt que de choisir Genève, ou même à la rigueur Istanbul, qui avait le mérite d'être un peu au milieu de tout ça, et de rester malgré tout pays de l'OTAN, et au moins sur une rive du Bosphore en Europe. Sylvie Bermann, le choix des Émirats arabes unis, cette organisation qui se profile, ça va assez vite. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Effectivement, il y a déjà eu des réunions dans les pays du Golfe qui n'ont jamais pris parti contre Moscou, qui ont d'excellentes relations avec Washington et qui n'ont jamais appliqué non plus la moindre sanction, puisqu'il y a toujours eu des tournements. Donc c'est un lieu qui est accueillant pour Vladimir Poutine comme pour Donald Trump. On va regarder les déclarations de Volodymyr Zelensky. C'était il y a quelques instants. Il s'est entretenu avec le président de la République, Emmanuel Macron. Voyons déjà cette première réaction. Nous coordonnons nos positions et nous sommes également convaincus de la nécessité d'une vision européenne commune sur les questions de sécurité clés pour l'Europe. Il enchaîne en disant que nous restons conscients de la nécessité d'un véritable cessez-le-feu. L'Ukraine y est prête et la Russie n'a pas encore réagi publiquement. L'avenir proche montrera quelles seront les conséquences si la Russie continue de prolonger la guerre et de perturber les efforts constructifs. Elisabeth Schepard-Selam, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces déclarations et surtout cet entretien entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, entretien téléphonique il y a quelques instants? Alors déjà, les propos de Zelensky, c'est ce qu'il est obligé de dire par rapport aux Européens et par rapport aux Américains. Je pense qu'il est tout à fait dans la ligne politique pour essayer aussi de montrer la force. On peut imaginer aujourd'hui qu'il n'est pas forcément très à l'aise avec ce qui se passe. Parce que les conséquences, si la Russie décide de prolonger la guerre, à moins que les Américains décident de vraiment frapper fort, ce qui est la question qu'on se pose tous en ce moment, quid des Européens? Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les Européens non plus ont un marteau pour frapper fort contre la Russie. Pour la question de Zelensky et Macron, c'est normal en quelque sorte qu'ils parlent avec Macron, même si effectivement, comme a souligné Marc Semo, Trump, par contre, n'a pas parlé à Macron de ce qu'on fait. Jusqu'ici, on peut espérer qu'il le fasse. Oui, mais c'est quand même intéressant que ce n'est pas la première personne que Trump appelle, mais quand même l'une des premières de Zelensky, ce qui me semble assez logique vu les propos de Macron et la force que Macron a tout au long de cette guerre. Mais encore une fois, on voit que les choses se passent peut-être aux Émirats, entre les Américains, les Russes et puis les Ukrainiens, mais les Européens ne sont pas invités à table pour l'instant. Encore une fois, parce que ça devient assez habituel. Marc Semo, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Volodymyr Zelensky en ce moment? Pourtant, lui, il a tapé du pied pour justement rejoindre la table de négociation. On ne sait même pas vraiment si le dossier ukrainien sera en haut de la liste entre cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Si ça ne tient qu'aux Russes, je pense qu'on fera tout pour que le dossier ukrainien ne soit pas en haut de la pile. Volodymyr Zelensky, c'est aussi un pragmatique. Donc, il voit malgré tout les progrès qui ont été accomplis dans l'attitude de Trump vis-à-vis de l'Ukraine depuis 6 mois. Et ce n'est pas rien. On était passé, vous vous souvenez tous, d'humiliation dans le bureau ovale, c'était absolument terrible, à un moment où, Zelensky, malgré tout, maintenant, il est reconnu
par Trump aussi comme protagoniste. Ensuite, l'espoir des Ukrainiens, c'est toujours le même. C'est celui que Donald Trump finisse par s'exaspérer de la mauvaise volonté de Vladimir Poutine et s'engage plus fermement pour l'Ukraine. Et ce n'est pas les sanctions qui, aussi dures soient-elles, posent énormément de problèmes, puisqu'elles viseraient a priori ou des pays alliés des États-Unis, type la Turquie ou l'Inde, ou des pays rivaux avec lesquels, par ailleurs, les États-Unis sont en négociation pour les tarifs douaniers, à savoir la Chine. Donc, ce n'est pas des sanctions faciles à mener. La seule chose que pourrait réellement faire Donald Trump, c'est ouvertement les armes. Et dire, voilà, on va armer l'Ukraine massivement et tout. Et pour le moment, il n'a pas franchi le pas. Et on peut craindre, effectivement, qu'on retourne dans cette idée, ce grand partenariat entre Russes et Américains, ce que les Russes et les Américains appellent les États-civilisations, les grands États qui ont vocation à régner sur ce qu'on appelle leur étranger proche, dans le vocabulaire russe. Et voilà, donc c'est ça que craint l'Ukraine, c'est ça que l'on peut craindre. On verra. En même temps, rapidement, je terminerai là-dessus, les États-Unis, Donald Trump va être confronté au fait que, selon toute probabilité, il n'y aura pas d'avancée dans les négociations très concrètes sur l'Ukraine, et que donc, quid ? Est-ce que réellement on passe à plus de pression ou non ? Et ça va être un autre moment de vérité pour Trump, qui jusqu'ici a quand même tendance à chaque fois à les éluder. Mais qu'a-t-il à gagner, Donald Trump, Elisabeth ? Qu'il a gagné à résoudre cette guerre. D'abord, c'était une promesse de campagne. Il ne faut pas oublier que tout est politique aussi, et je rejoins Marc. Les sanctions, lui-même a dit, ça ne va pas vraiment changer la donne. Oui, c'était même bien, il a dit, ça peut marcher ou pas marcher. Pas marcher. C'était pas très rassurant, en tout cas venant d'un président américain. La question de les rearmer, encore une fois, ça devient une question politique. Il a à gagner, on parle beaucoup de son désir pour un prix Nobel de la paix, peut-être, mais encore une fois, il a fait des promesses, mais dans ces promesses, il a aussi promis de ne pas engager les États-Unis dans une guerre. Et la question des armes, qui est la question comment on vaincre, par exemple, la Russie, que ce soit à travers des sanctions dont personne ne semble croire, et pour finir avec cette guerre, je pense que beaucoup dira il va falloir que ça soit sur le champ de bataille, mais les Américains, en tout cas politiquement en interne, ne sont pas prêts à armer l'Ukraine. Ils étaient pas, pour gagner, et pas simplement pour se défendre, ils n'étaient pas prêts à Biden. On ne voit pas beaucoup changer pour qu'ils soient prêts sous Trump. Sylvie Bermann, qu'est-ce qu'il pourrait faire Donald Trump de plus, justement, pour atteindre son objectif ? Je pense qu'il s'est un peu heurté à un mur, précisément, parce que dans sa logique, qui est celle d'un promoteur immobilier, d'un homme d'affaires, sa proposition était attractive pour Vladimir Poutine, parce qu'il était réhabilité sur la scène internationale, il y avait un partenariat avec les États-Unis et il y avait le levé des sanctions. Et donc, face à ce refus de Vladimir Poutine, il a beaucoup de mal. En même temps, il a effectivement cette sympathie, même cette admiration pour lui. Et il n'a pas envie, non seulement de faire mal à la Russie, mais comme l'a dit Elisabeth, il a promis de ne pas s'engager dans une nouvelle guerre. Donc il est prêt à laisser fournir des patriotes par les Européens, sachant que c'est les Européens qui paieraient, mais parce que ce sont des armes essentiellement défensives. Donc, comme il est choqué par les attaques contre les populations civiles, là, ça rentre dans un cadre qui est acceptable pour lui. Fournir des armes lourdes, je pense qu'il ne s'y résoudra pas. Et la difficulté avec les sanctions, c'est qu'effectivement, d'abord, elles portent sur des pays tiers difficiles comme la Chine qui ne va pas se laisser faire, et même l'Inde qui a répondu. Non, mais tout à fait. Et ça, ce qui est important, c'est aussi pour l'avenir, parce que l'Inde est membre des BRICS et de ce qu'on appelle le Sud global, et cette propension à dicter sa loi avec des droits de douane, avec des sanctions extraterritoriales, fera qu'ils suivront davantage la Chine et la Russie sur l'idée d'une dédollarisation de l'économie mondiale. Et ce qui risque à terme, pas tout de suite, parce que il y a l'hégémonie du dollar, il y a cette puissance américaine, mais de conduire à un affaiblissement des États-Unis. Marc Semo, Donald Trump est un peu dans l'impasse. Il est un peu dans l'impasse parce qu'effectivement, comme dit très bien Sylvie par rapport aux sanctions, là-dessus, il n'a pas beaucoup de cartes en main. L'Inde a déjà dit qu'elle continuerait à importer le pétrole russe,
Bon, il y a la Turquie aussi qui est visée, bon, la Chine. Alors, d'une certaine façon, nous aussi, l'Union européenne continue, alors c'est jusqu'en 2027, mais à importer du gaz naturel liquéfié russe. Hein, et quand même, la Commission européenne a fait le calcul que depuis le début de la guerre en Ukraine, on a quand même donné pour le gaz russe plus d'argent, 200 milliards à peu près depuis 2022, que les 130 milliards et quelques que l'on a donné pour l'aide à l'Ukraine. Ce qui est quand même terrible. Donc voilà, donc les sanctions secondaires est une arme quand même très difficile à manier pour Trump. La seule chose, effectivement, s'il décide de réellement faire pression sur Poutine, c'est le choix des armes. Alors effectivement, ça ne veut pas dire qu'il s'engage dans une guerre. Là-dessus, on peut dire que la manière dont il a géré le dossier iranien était plutôt un modèle, c'est-à-dire on s'est engagé, on a fait les frappes, on a arrêté pour bien montrer qu'on ne s'enlise pas dans une guerre et on passe à autre chose. Je parle dans la logique de Trump. Ensuite, on peut discuter de la pertinence de cette action. Mais donc, pour l'Ukraine, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il peut toujours trouver une manière de dire, voilà, on va soutenir l'Ukraine, y compris militairement, faire peser cette menace sur la Russie. On est quand même dans une situation où la situation sur le terrain est bloquée. Alors, c'est vrai que la Russie avance. Elle a fait 2500 km². Donc, cette année, depuis le début de l'année, c'est 3 fois plus que l'année d'avant. Mais c'est pas non plus décisif. C'est du grignotage. Donc à ce rythme-là, il faudrait énormément de temps pour arriver jusqu'à Kiev. Donc on en est là, mais dans cette guerre d'usure, la Russie, pour le moment, tient, malgré les pertes. Son armée s'est rénovée, modernisée, et l'opinion publique en Russie, elle compte pas beaucoup, et globalement, elle suit. Et nous accueillons Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et cette question que nous nous posons, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il accepté cette rencontre avec Donald Trump ? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il redoutait sans doute la mise en œuvre des sanctions secondaires que se proposaient de mettre en place les États-Unis et qui avaient commencé à être mises en place avec l'Inde, qui aurait qui a affecté le commerce de pétrole et de gaz que la Russie continue à pouvoir faire, notamment avec l'Inde et la Chine. Donc il y avait sans doute ce point-là qu'il redoutait. C'est pour lui d'essayer de déplacer la conversation, alors que l'ultimatum pour les nouvelles sanctions américaines s'annonçait pour le 8 août. La deuxième chose, c'est peut-être que Vladimir Poutine estime qu'il a maintenant, il est en situation d'ouvrir une négociation dans des termes plus favorables, mais je crois que pour l'instant, ce qu'on peut se dire avec certitude, c'est que Poutine essaie de gagner du temps parce qu'il voyait que Trump commençait à être agacé par l'absence de progrès dans ces négociations. Sylvie Berman, est-ce que c'est bien ça, l'un des objectifs, c'est gagner du temps pour le président russe ? Oui, c'est clair parce que, encore une fois, ces généraux lui ont expliqué qu'il allait gagner la guerre d'ici 3 mois. Donc, apparemment, il les croit et il a besoin du temps. Alors, quand on parle de guerre, il s'agit en fait des oblasts et en particulier du Donbass. Donc, tant qu'il pense effectivement que le front peut être enfoncé, eh bien, il cherchera à gagner du temps et sans indisposer Donald Trump qui peut prendre des décisions qui seraient dommageables pour la Russie. En tout cas, Vladimir Poutine peut compter sur le soutien des moscovites. Écoutez-les. Qui se soucie de ce que dit Trump ? Nous avons notre propre politique. Je pense que Poutine continuera sur sa propre voie. Nous nous dirigeons lentement mais sûrement vers la victoire. Ils veulent tous conquérir la Russie. Même les États-Unis s'ingèrent dans les affaires russes depuis des années. Si j'étais à la place de Poutine, honnêtement, j'aurais simplement largué une bombe là-bas. Quoi qu'il en soit, l'OTAN est le principal adversaire de la Russie et cela se voit. C'est pourquoi je le traite comme un ennemi. Car votre adversaire est-il votre principal ennemi ? En tant que citoyen russe, j'ai cette opinion. La politique, pour ainsi dire, est militaro-politique. Elisabeth Shepard-Selam, ça vous fait réagir ? Marc Semo également. Oui, alors d'abord, il faut peut-être rappeler pour tout le monde que c'est pas une démocratie, donc je peux imaginer un micro-trottoir. Un micro-trottoir, déjà,
ici aux États-Unis, quand on fait un micro-trottoir, on est parfois un peu étonné des positions des uns et des autres. Mais là, ils vont pas aller à l'encontre, j'imagine, de la ligne officielle. Et c'est bien normal dans un pays où ça peut nous causer quelques ennuis. Après, dans un contexte de propagande, dans un contexte de guerre où, bon, peut-être pas à Moscou, mais plus généralement, il y a des familles qui sont impliquées, qui ont des soldats au front, je vois mal tout de même quelqu'un dire que c'est notre grande amie et qu'il faut arrêter la guerre, tout simplement. Sylvie Barrel. Non, c'est impossible, effectivement, dans ce contexte, puisqu'il n'y a plus du tout de liberté de parole ou d'information à Moscou depuis le début de la guerre. En même temps, je suis sûre qu'ils sont convaincus, parce que c'est la propagande qu'ils entendent depuis 4 ans. Ils sont convaincus que c'est l'OTAN qui les attaque. Et donc, à chaque fois qu'il y a des armes fournies par l'OTAN, évidemment, tout cela est instrumentalisé par Vladimir Poutine. Donc, je suis à peu près convaincue. Bon, certes, c'est un micro-trottoir, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'ils ne peuvent pas dire le contraire. Mais une grande partie de la population suit Vladimir Poutine là-dessus. D'autres aimeraient bien que la guerre se termine, mais ils veulent quand même la gagner, parce que c'est une réaction de patriotisme, c'est la Grande Russie. Et ceux qui sont totalement opposés à cette guerre, soit sont déjà partis, soit sont en prison, soit se taisent en attendant que ça se termine. Mais alors en plus, il y a un sondage de l'Institut Levada, qui est resté malgré tout un institut crédible, qui dit que globalement, il y a un 80% de soutien à Poutine. Mais il y a quand même des choses qui bougent. Alors c'est évident que dans un métro-trottoir, rien ne peut en sortir. Mais par exemple, le fait que de plus en plus les attaques de drones amènent les aéroports moscovites à interrompre le trafic, ce qui crée le chaos. Là, il y a eu, les mois derniers, à peine 6 jours normaux. Le reste du temps, il y avait des blocages de vols, des annulations, l'aéroport fermé, etc. Ça touche une partie de l'opinion, qui est celle des grandes villes, les classes moyennes, etc., qui jusque-là vivaient en dehors de la guerre. Le deal étant, nous, on ne fait pas de politique, mais on nous laisse nous enrichir, etc. Or là, la guerre devient palpable. Alors, c'est pas dramatique. Il n'y a pas mort d'homme quand les vols sont interrompus sur les aéroports de Moscou. Mais quand vous devez partir en vacances ou autre, partir en voyage d'affaires, ça perturbe. Et donc il y a ces perturbations qui commencent à irriter la population, ou du moins à lui faire sentir qu'il y a la guerre. Idem pour les coupures d'Internet, qui sont devenues de plus en plus fréquentes, y compris venant du régime lui-même pour des raisons de dérouter les drones, etc., et qui concernent très concrètement la vie des gens, parce que en Russie, on paye tout avec le téléphone portable, la carte de crédit. Donc il y a ces éléments qui, petit à petit, peuvent malgré tout grignoter. Mais reste la réalité que l'écrasante majorité de la Russie des provinces, la Russie des campagnes, la Russie des périphéries, elle, qui était la grande perdante de l'époque post-soviétique, elle est aujourd'hui la grande gagnante de la nouvelle économie de guerre. Alors c'est vrai que c'est une inflation désormais à 20%, mais il y a cette économie de guerre qui tourne à plein régime, avec les usines d'armement, avec y compris les volontaires qui reçoivent ces $2000 par mois quand vous allez comme volontaire sur le front. Donc il y a une économie de guerre qui tourne et qui touche une Russie qui jusque-là était restée en dehors de l'argent facile et qui là reçoit de l'argent. Donc tout ça, malgré tout, crée une base pour Poutine. Camille Grand, vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Comment est perçue cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump? C'est tout de même un bon signal? Alors le reste du monde voit ça avec des regards différents suivant où on se trouve. Les Européens sont inquiets que le président des États-Unis ne lâche à Vladimir Poutine une paix dans des termes qui seraient défavorables non seulement à l'Ukraine mais à la sécurité européenne. Donc, et le précédent de la rencontre d'Helsinki entre Vladimir Poutine et Donald Trump pendant son premier mandat ne rassure pas du tout les partenaires européens et les Ukrainiens. Ceci étant dit, Trump a pris la peine de prévenir Zelensky, de s'entretenir avec lui, de s'entretenir avec un certain nombre de dirigeants européens juste après la visite de Witkoff, de prendre un petit peu le pouls des Européens. Donc il y a quelque chose qui, là-dessus, il y a l'espoir que Trump a compris que, en quelque sorte, Poutine l'avait pas mal baladé au début et donc arrive dans ce futur échange en étant plus prudent qu'il n'avait été au début de son second mandat.
On va revenir aussi sur les déclarations de Volodymyr Zelensky. Il y a quelques instants, il s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron, notamment quand il dit « Nous restons conscients de la nécessité d'un véritable cessez-le-feu. L'Ukraine y est prête et la Russie n'a pas encore réagi publiquement. » Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Volodymyr Zelensky ? Alors Zelensky, il a appris de cet épisode vraiment douloureux à la Maison-Blanche au mois de février qu'il devait faire beaucoup d'efforts pour garder, rester à peu près dans les bonnes grâces de Donald Trump. Donc là, ce qu'il essaye de dire et de rappeler, c'est que l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu immédiat et sans condition, alors que c'est Vladimir Poutine qui bloque le jeu. Et ça va être toute la difficulté avec la partie pour les Ukrainiens, qui est de rester du côté finalement de coller aux Américains pour dire nous sommes prêts à une paix, ce qui n'est pas le cas du tout de Vladimir Poutine, qui joue sa carte en quelque sorte en essayant de gagner du temps plutôt qu'autre chose. On l'a vu avec le fait que le Kremlin aujourd'hui refuse un sommet à 3 et indique que les conditions ne sont pas réunies pour une rencontre directe avec Zelensky. Donc on a vraiment ce double jeu, mais un Zelensky qui, de manière assez habile, dit « moi, je suis prêt à signer tout de suite pour un cessez-le-feu ». Mais justement, peut-être aussi, c'est parce que l'armée russe sur le front ukrainien est en bonne position. On va voir ces chiffres sur le front. L'armée russe qui aurait conquis plus de 2500 km² de territoire ukrainien depuis le début de l'année 2025. C'est 3 fois plus qu'à la même période en 2024. L'armée russe qui aurait gagné en moyenne 16,7 km² par jour sur les 2 dernières semaines de juillet. Vraiment, c'est là où le mystère plane. Pourquoi une rencontre maintenant, puisque Vladimir Poutine est en position de force ? Oui, mais c'est parce que vous êtes en position de force que vous pouvez accepter une rencontre qui n'engage à rien. Et refuser une rencontre, refuser de faire le moindre geste vis-à-vis de Donald Trump maintenant, n'aurait fait que l'énerver encore un peu plus, avec le risque que réellement il passe aux sanctions ou trouve d'autres moyens de pression. Donc voilà, on commence des négociations, mais commencer des négociations ne préjugeons rien du fait qu'elles vont aboutir. Ça va être des négociations leurres. Sylvie Bermann ? Oui, non, mais encore une fois, ce qui est en jeu, c'est sa relation avec Donald Trump et le tort qu'éventuellement Donald Trump peut lui causer. Même si, on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas beaucoup de cartes en main. Donc, il cultive Donald Trump. Alors, l'image que vous montrez très fréquemment, c'est celle de la conférence de presse d'Helsinki, avec les drapeaux et le moment où Donald Trump, parce que c'est la fin de la Coupe du Monde de football, reçoit ce ballon des mains de Vladimir Poutine. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu 2 heures de réunion en tête-à-tête et que, évidemment, Vladimir Poutine a séduit Donald Trump. Et pendant la conférence de presse, quand un journaliste l'a interrogé sur les ingérences dans la campagne présidentielle aux États-Unis, Donald Trump a répondu « Pas du tout, il n'y a pas eu d'ingérence. Poutine me l'a dit, pourquoi je ne croirais pas Poutine ?» Et ça a fait un scandale. Et ensuite, son administration, qui n'était pas l'administration loyale d'aujourd'hui, a fait en sorte qu'ils ne se rencontrent plus jamais dans les mêmes conditions. Donc je pense qu'il c'est ça. Donc je pense qu'il y a une forte inquiétude justement pour cette nouvelle rencontre des Européens, peut-être de certains Américains également, et bien évidemment également de Volodymyr Zelensky. Camille Grand, Vladimir Poutine donc en position de force parce que son armée se porte bien. Alors, l'armée russe est à l'offensive. Depuis le début de l'année, ça c'est tout à fait clair. Elle est à l'offensive, mais en même temps, les chiffres assez impressionnants que vous avancez, les 2500 km² conquis, il faut rappeler que c'est 0,5% du territoire ukrainien et que l'armée russe, malgré tout, est à la peine pour obtenir une victoire décisive qui la mettrait vraiment en situation favorable sur le terrain. Donc là, il y a aussi la situation militaire qui joue sur cette négociation, avec une armée russe qui certes est à l'offensive, certes grignote du territoire ukrainien chaque semaine et
prend des villes, des villages aux Ukrainiens, mais à un rythme extraordinairement lent, qui veut dire que ça prendrait sans doute plusieurs années pour conquérir même la partie du territoire ukrainien que les Russes aspirent à incorporer dans la Fédération de Russie. Donc on est dans quelque chose de tout à fait, un front qui est quand même assez stabilisé, où les offensives sont extraordinairement coûteuses pour les Russes, avec depuis le début de l'année, on a des chiffres absolument effrayants sur les pertes russes à l'offensive. C'est presque 1000 soldats chaque jour qui tombent dans ces offensives, entre les tués, les blessés, les prisonniers. Donc on est dans quelque chose qui est malgré tout pas du tout joué au plan militaire, même s'il est clair que les Ukrainiens ne sont pas en mesure de reprendre l'initiative au plan militaire et eux-mêmes de partir à l'offensive, compte tenu du coût des offensives sur ce théâtre à cause de la présence des drones en particulier. Je vous propose d'écouter Vladimir Poutine. C'était il y a quelques jours cette déclaration qui concerne des missiles hypersoniques Oreshnik. У нас произведен первый серийный комплекс Орешника. Первая серийная ракета. Да. И она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое. Второе. Наши специалисты, и белорусские военные специалисты, и российские, выбрали место для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Camille Grand, Vladimir Poutine qui annonce donc la production en série de ces missiles hypersoniques Oreshnik. On sent et on constate que l'équipement militaire russe est en train de se densifier. Alors, effectivement, la Russie est vraiment dans une économie de guerre et dépense maintenant une part considérable de son PIB. On estime entre 8 et 12% à cet effort de guerre, tous azimuts, y compris dans les équipements de haute technologie, comme ces missiles Oreshnik. C'est le fameux missile qui avait été tiré sur l'Ukraine après des frappes qui avaient un peu traumatisé la population russe en Ukraine. Donc en Russie. Donc on est dans quelque chose qui est en partie de la communication, avec un Poutine qui cherche à montrer que lui est très résolu, qu'il continue à investir avec succès dans ces technologies de pointe, et qui essaye aussi de faire un petit peu peur aux Européens, parce que là, en disant en Biélorussie, nous sommes en train de préparer le déploiement de ces missiles, y compris en Biélorussie, il envoie un signal aux Européens. Après, c'est toujours à prendre avec un petit peu des pincettes, ce type de déclaration. Le Oreshnik a été tiré en Ukraine, ça a été un tir unique. On pensait à l'époque que c'était un missile un peu expérimental. Donc, on doit toujours avoir en tête que la Russie et les déclarations de Poutine, mais aussi des autres dirigeants russes comme Medvedev, ont pour une bonne part pour objectif d'essayer d'inquiéter un petit peu les Européens en particulier, mais ne sont pas toujours absolument fondés sur la réalité. Faut-il se méfier de Vladimir Poutine aussi sur la question des armes, Elisabeth ? Moi, je pense que pour répondre d'abord sur la question, il faut aussi se méfier de Poutine, toujours. Mais je pense qu'en relation internationale, la question de confiance ne doit pas se poser, sauf peut-être avec des alliés proches. Et encore, comme on a vu avec l'OTAN, il faut toujours se méfier, au moins parce que chaque pays a ses intérêts nationaux en premier, et c'est tout à fait normal. Pour la question de l'armement, et je rejoins ce que disait M. Grand, l'Oreshnik qu'il a beaucoup vanté comme la prochaine génération, on a vu une fois à Dnipro, c'était pas chargé. Effectivement, il menace, il montre, comme montre aussi son ami Kim Jong-un, tous ses missiles, tout son armement pour dire « je peux vous toucher ». Maintenant, on peut aussi être sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre du rhétorique que du concret, mais il faut toujours se préparer au pire, j'ai envie de dire.
Oui, puisque en fait, on peut aussi se dire que ça peut laisser craindre une intensification des frappes en Ukraine, l'usage de ce missile Oreshnik, Marc Semo. Oui, alors ils l'ont assez peu utilisé en Ukraine, parce qu'en plus c'est extrêmement cher et finalement pas très rentable. Donc en général, ce sur quoi misent énormément les Russes maintenant, quand on voit les dernières attaques, notamment celle de début juillet, où il y a eu plus de 700 engins qui ont été lancés, c'est pour l'essentiel des drones. Alors à la version russe du Shahid, Géranium, la version 2, qui est assez lente, et surtout maintenant de plus en plus la version 3, qui va beaucoup plus vite, 700 km/h, et qui est beaucoup plus chargée. Voilà, c'est là-dessus que les Ukrainiens se trouvent face à un risque de saturation de leur défense antiaérienne, d'autant qu'en plus vous n'allez pas utiliser des missiles patriotes contre des drones, ce qui serait aberrant en termes de coûts. Donc il faut trouver, ce qu'ils sont en train de faire, des drones anti-drones pour bloquer ça. Mais les Oreshnik sont là, donc on en tire 4-5, parfois un peu plus, ou d'autres missiles balistiques. Donc il y a cette réalité de l'armement, et c'est pour ça aussi que pour l'Ukraine, ça devient une question vitale. Je terminerai là-dessus, mais au mois de juillet, il y a eu plus de 250 morts civiles, ce qui est quand même le plus haut taux depuis le début du conflit. Camille Grand, il y a aussi une autre menace, c'est le missile à propulsion nucléaire, ce qu'on appelle le Tchernobyl volant. Ça aussi, c'est quoi? C'est du bluff? C'est aussi une menace concrète? Alors, c'est toujours un peu des deux, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre au sérieux les idées russes. Il y a quelques années, Vladimir Poutine avait annoncé toute une série de nouveaux missiles, et il y en a pas mal qui sont rentrés en service et qui ont été utilisés en Ukraine. Alors, ce missile à propulsion nucléaire, ça paraît être assez aberrant, parce que l'idée de mettre un réacteur nucléaire sur un missile qui se promènerait en permanence au-dessus de la Terre pour tomber sur sa cible paraît vraiment pas du tout, évidemment, prudent d'un point de vue écologique, mais également paraît très compliqué à mettre en œuvre d'une manière efficace et durable. Donc on a vraiment des Russes qui ont historiquement, depuis l'époque soviétique, travaillé sur toutes sortes d'armes, un peu parfois qui pouvaient paraître fantaisistes, qui ont éventuellement abouti à des systèmes opérationnels. Dans ce cas-là, je pense qu'on est vraiment sur une arme qui est plus de l'ordre de la menace. C'est une manière pour Vladimir Poutine de rappeler à la fois à sa population et aux États-Unis que la Russie reste une superpuissance nucléaire qui continue à travailler sur des armes nouvelles. Mais je ne crois pas beaucoup à l'efficacité d'un missile à propulsion nucléaire, ce qui me semble très compliqué à mettre en œuvre. Elisabeth Schipper-Selem. Alors, n'étant pas expert en missiles, mais on beaucoup parlé sur ce plateau avec notamment Sergueï Gernov, donc l'ancien agent de KGB qui est souvent sur nos plateaux, qui rejoint à peu près ce que dit Monsieur Grand, c'est-à-dire que c'est plus on va dire, du fumet que quelque chose de concret en termes techniques, en tout cas. C'est un missile, oui, ça qui peut faire du mal, mais c'est pas la même intensité et la même technique qu'ils voudraient nous faire vendre. Une fois qu'on a dit tout ça, on va revenir sur la rencontre qui se profile dans les prochains jours entre Donald Trump et Vladimir Poutine. À quoi joue bien le président russe? Enfin, qu'est-ce qu'il essaye de faire avec Donald Trump, finalement? Il est en position de force, il veut gagner du temps, certes, mais pas seulement. Il ne peut pas se résigner qu'à ça. Déjà redevenir le grand interlocuteur de Donald Trump. Oui. C'était, au début, les Russes, au moment de la victoire de Trump, la deuxième, étaient plutôt optimistes, disant, enfin, voilà, ça va, par rapport à Joe Biden, ça va tout changer, on a un vrai interlocuteur, on pourra commencer un certain nombre de choses. Ensuite, ils ont été un peu déçus. Même si, au début, Trump leur a quand même offert, sur un plateau à propos de l'Ukraine, le premier plan présenté par Witkoff, reprenait l'intégralité des exigences russes. Et de fait, Donald Trump n'avait jamais compris à l'époque pourquoi Vladimir Poutine n'a pas accepté.
C'était l'annexion des oblasts, la démilitarisation, interdiction de rentrer dans l'OTAN, dénazification entre guillemets, donc changement de gouvernement et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui, Poutine est quand même profondément valorisé dans ce face-à-face avec Donald Trump qui, justement, ira bien au-delà de celui de l'Ukraine. C'est l'idée, malgré tout, de revenir en grand dans la stratégie mondiale. Parmi les sujets qu'il y aura sur la table, il y en aura énormément de sécurité générale. Il y aura notamment la question de l'Iran et du nucléaire iranien. Donc c'est une manière pour Poutine, qui est toujours frappé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, etc., ce qui n'a pas empêché le secrétaire général de l'ONU de venir à la réunion des BRICS à Kazan, invité par Poutine en Russie. C'est une manière quand même de... Voilà, je retrouve mon rang. Je rejoins Marc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a le côté revenir sur le scène international. Il pourrait aussi non seulement parler de l'Iran, mais peut-être aussi ce qui se passe en Israël, parce qu'on en sait que Netanyahou et Poutine se sont parlé cette semaine ou la semaine dernière. Et puis il y a les questions commerciaux et les accords commerciaux qui semblent... Enfin, ils parlent beaucoup d'accords commerciaux avec les États-Unis quand même, et le lever des sanctions. L'économie russe, c'est quand même le PIB de l'Espagne, oui, ou de l'Italie. Mais c'est pour ça que c'est intéressant pour eux aussi. C'est pas simplement une question de gagner du temps, même si je pense que vis-à-vis de l'ego de Trump et les ultimatums de Trump et le fait que Trump est quand même assez vexé ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a aussi des choses très concrètes qui vont discuter et que Poutine peut espérer. Sylvie Berman, dans quel... Oui, mais ça lui permet aussi d'enfoncer un coin entre les Européens et les États-Unis. Parce que les Européens restent déterminés à ne pas avoir de contact avec Poutine. Bon, il y a eu l'exception de l'appel téléphonique d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Mais en revanche, il montre qu'il parle d'égal à égal à la plus grande puissance du monde. Donc, de toute façon, Vladimir Poutine a tout à gagner à cette rencontre. Camille Grand, on ne va pas jouer au jeu des pronostics, mais presque. À quelques jours de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui pourrait en sortir gagnant ? Alors, Poutine va gagner certainement sur un point, c'est effectivement cette reconnaissance internationale de la part que lui donne sur un plateau Donald Trump en le rencontrant pour un vrai sommet, alors que la plupart des dirigeants occidentaux le boycottent depuis des années. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est potentiellement mis en examen pour crimes de guerre. Donc il y a des tas de pays où il ne peut pas aller. Donc tout ça, c'est vraiment pour lui symboliquement très important. Après, Trump, lui, va chercher à obtenir quelque chose qui puisse renforcer son dossier pour un prix Nobel de la paix, comme il le répète sans arrêt de manière assez étrange. Et donc il va, s'il obtient un vrai cessez-le-feu, il pourra dire qu'il a gagné quelque chose que jusqu'ici, les Russes n'étaient pas prêts à lâcher. Donc ça va être ça un petit peu le jeu entre les deux, c'est-à-dire un Poutine qui cherche de la reconnaissance et une discussion entre grandes puissances avec les États-Unis sur l'avenir de l'Ukraine, l'avenir de la sécurité européenne, et un Trump qui cherche une victoire au moins symbolique, qui serait ce qu'il appelle depuis son élection l'arrêt du bain de sang, et donc d'obtenir que les combats s'arrête au moins momentanément. On sait que Trump n'a pas une grande patience et que donc s'il pouvait annoncer un arrêt des combats, il s'en contenterait volontiers pour dire qu'il a obtenu quelque chose que personne n'avait obtenu avant lui. Merci beaucoup Camille Grand pour votre éclairage. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Vous êtes économiste spécialiste des matières premières et co-directeur du cercle Cyclope. Et on va parler donc du pétrole russe qui est dans le viseur de Donald Trump. Philippe Chalmin, ces sanctions donc dirigées essentiellement par les États-Unis envers le pétrole russe qui cible donc les partenaires commerciaux de la Russie. Oui, alors pour vous rappeler au fond l'histoire, effectivement, la Russie est un des 3 plus gros producteurs mondiaux de pétrole dans le monde, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la Russie. Elle exporte à la fois du pétrole, de l'ordre de 6 millions de barils jour à peu près, puis elle exporte aussi des produits pétroliers. Les exportations de pétrole de la Russie, c'est
grossièrement 2,5 millions de barils jour, c'est-à-dire 45% à peu près vers la Chine. Et ça, Poutine a peu finalement de pouvoir d'influence à ce niveau-là sur la Chine. Et puis la grande nouveauté depuis les sanctions, c'est que l'Inde est devenue un énorme importateur de pétrole russe, je veux dire, puisque l'Inde importe 2 millions de barils jour de pétrole russe, quitte à ce que l'Inde le raffine et réexporte parfois des produits pétroliers, comme par exemple du diesel, et il est tout à fait possible que votre véhicule fonctionne aujourd'hui avec du diesel importé d'Inde et qui aura été produit à partir de pétrole russe. Donc, ce que fait aujourd'hui Vladimir Poutine, c'est de faire pression. Alors, sur la Chine, il ne peut pas. Le maillon faible, c'est l'Inde. Et vous savez que l'Inde, par ailleurs, est en négociation avec les États-Unis sur les tarifs douaniers. Au départ, l'Inde était menacée et normalement, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, l'Inde devrait être taxée à hauteur de 25%. Donald Trump a dit hier soir que puisque l'Inde ne voulait pas diminuer suffisamment ses importations de pétrole russe, il a menacé, alors là les termes ne sont pas très précis, mais on a cru comprendre qu'il menaçait l'Inde de passer de 25 à 50%. Donc on voit bien là, finalement, que Trump essaie d'influencer ce qui est aujourd'hui le deuxième acheteur de pétrole russe pour, bien entendu, indirectement, toucher la Russie, car il n'est pas évident que la Russie puisse, du jour au lendemain, remplacer les 2 millions de barils jour qu'elle exporte aujourd'hui sur l'Inde. Est-ce que ça peut être efficace, cette stratégie de Donald Trump envers la Russie ? Vous savez, Donald Trump est éminemment paradoxal. Lorsqu'il avait frappé l'Iran, on se souvient que pour remercier la Chine, qui avait fait pression sur l'Iran pour que l'Iran ne réagisse pas et accepte en particulier le cessez-le-feu, Trump avait dit aux Chinois: vous allez pouvoir importer tout le pétrole russe que vous voulez. Bon, donc là, actuellement, il dit à peu près l'inverse, mais il le dit aux Indiens. D'autre part, dans le cadre de l'OTAN, l'Union européenne vient de réduire le plafond de prix auquel la Russie pouvait vendre de manière relativement libre son pétrole, c'est-à-dire sans que les négociants, les compagnies maritimes, les compagnies d'assurance ne soient taxés. Ce plafond était jusque-là à $60, il est passé à $47. Ça, c'est dans le cadre de l'OTAN. L'Union européenne s'y est engagée. Pour l'instant, les États-Unis n'ont pas suivi. Donc on a l'impression sur ce dossier que quelque part, Trump ménage la chèvre et le chou. Il est dans le champ de la déclaration solennelle, comme il adore en faire. Concrètement, qu'est-ce que ça donnera? On n'en sait rien. Mais si vraiment l'Inde, sous la pression américaine, arrêtait d'importer les 2 millions de barils jour que j'évoquais, sachant que les États-Unis font aussi pression sur un autre petit acheteur de pétrole, mais gros acheteur de produits raffinés russes, qui est la Turquie, à ce moment-là, effectivement, la rente pétrolière russe diminuerait, ce qui, bien entendu, aurait des conséquences sur l'effort de guerre de la Russie en Ukraine. Sylvie Bermann, le pétrole russe, est-ce vraiment le talon d'Achille de Vladimir Poutine ? Ça l'est en théorie, sauf que les sanctions ont été contournées depuis le début, aussi bien par les flottes fantômes que par l'achat par la Turquie, la Russie et l'Inde. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire pression sur des pays, en particulier comme l'Inde, qui n'a plus envie qu'on lui dicte cette position. Ces positions, c'est un pays émergent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et d'ailleurs, la réponse indienne aux États-Unis a été assez brutale. Alors, par ailleurs, les experts
disent que les Indiens, même s'ils acceptent, risquent de continuer à importer du pétrole russe, qui serait en fait du pétrole qui passerait par le Kazakhstan et qui ne serait pas frappé à ce moment-là, puisqu'il ne serait pas considéré comme russe, mais ça reviendra à peu près au même. Alors, il y a le pétrole russe qui est dans la cible des sanctions américaines, mais aussi dans le viseur de l'armée ukrainienne. On va voir ces images ce matin d'une frappe ukrainienne près de la raffinerie de Afipski, une raffinerie russe. Marc Semo, c'est donc une stratégie, c'est la stratégie de l'armée ukrainienne. Oui, de frapper les raffineries, les productions de pétrole, de la même manière que les Russes aussi tentent de frapper toutes les nœuds énergétiques ukrainiens. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des hypothèses sur le débouché d'éventuelles négociations pourrait être un moratoire sur les frappes d'un côté comme de l'autre, ce que Poutine aurait aussi intérêt à accepter à cause du fait que l'armée ukrainienne fait des dégâts aux raffineries russes. Elisabeth, il y a un autre... oui. Juste très rapidement sur cette question de raffinerie, il ne faut pas oublier qu'il y a deux objectifs là-dedans. À la fois un objectif économique, parce que ça frappe les Russes où ça fait mal économiquement, mais aussi militairement. Ils ont besoin, bien évidemment, pour faire une guerre, on a besoin d'énergie. Et donc, c'est aussi une question de logistique militaire. Elisabeth, très rapidement, il y a aussi un autre levier qui pourrait être actionné de la part des États-Unis, c'est de intensifier son aide envers l'Ukraine. Tout à fait, mais comme on a vu ces dernières semaines, même quand il dit on est prêt à envoyer de l'aide militaire en Ukraine, c'est les Européens qui payent et on sait très bien que ça ne suscite pas forcément que des fans ici. Merci à tous, merci pour vos analyses dans le grand dossier.